Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans le tout nouveau épisode de Omimoms. Omimoms, toujours le podcast qui vous accompagne dans votre vie de femme, dans votre vie de maman, qui répond un peu à vos questions et qui soulève aussi les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous avoir et d'avoir avec nous une spécialiste qui pourra vous parler après du coup de son sujet. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler ensemble sur le sujet de l'allaitement, de parler ensemble sur tous les tabous qu'il peut y avoir autour de l'allaitement et de déculpabiliser aussi les mamans qui n'ont pas réussi, qui n'y arrivent pas, et aussi d'encourager celles qui veulent qui veulent continuer ce chemin vers l'allaitement. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir avec moi et je la laisse se présenter. Bonjour Joanne, Bonjour. bonjour à toutes, à tous aussi. Oui. Du coup, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je m'appelle Annie, je suis sage-femme et depuis quelques années, j'ai décidé de me spécialiser un petit peu autour de l'allaitement. Donc, je commence tout doucement. Voilà, j'ai fait un diplôme universitaire, je fais des formations, etc. parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Pas forcément à titre personnel, mais à titre professionnel surtout. Voilà. Ça, c'est super. Mais justement, le fait que tu sois là, c'est bien parce que le fait de t'avoir toi en tant qu'experte, ça va permettre aussi de répondre à certaines questions que les mamans elles peuvent avoir. Déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est l'allaitement? Pour un homme qui ne sait pas, par exemple, ou pour quelqu'un qui juste ne sait pas ce que c'est l'allaitement, qu'est-ce que c'est l'allaitement selon toi? Excellente question. Alors, effectivement, l'allaitement, c'est donner du lait au bébé. Et il y a différents types d'allaitement. La définition, elle n'est pas claire, que ce soit dans les études en France ou à l'étranger. Moi, la définition que je donne, surtout quand je fais des séances de préparation à naissance, il y a l'allaitement maternel et l'allaitement artificiel. Parce qu'en fait, un bébé qui n'est pas allaité au sein, on lui donne quand même du lait. Et donc, dans les définitions que moi je donne, il y a l'allaitement maternel exclusif. Ça veut dire que le bébé n'aura que du lait de sa mère ou d'une mère. On va prendre au sens très large. Après, il y a l'allaitement mixte. Pour moi, l'allaitement mixte, il y a et du lait de la mère et du lait en poudre ou PPN, préparation pour nourrissons. Donc, par exemple, un tire-allaitement, pour moi, c'est un allaitement maternel exclusif. Mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ces définitions. Et pour compléter un petit peu le propos, en séance de préparation à naissance, je demande toujours aux couples, aux femmes, quel est leur projet d'allaitement. Et il y a notamment ce que j'appelle l'allaitement maternel indéterminé, le « j'essaye et on verra ». Voilà. Et après, il y a l'allaitement artificiel, où là, c'est de ne donner que du lait en poudre, donc de la préparation pour nourrissons. Ok. Du coup, donc, quand je comprends bien, parce que tu as parlé d'un truc qui est intéressant, tu as parlé du projet d'allaitement. C'est vrai que, en tout cas, moi, quand j'étais enceinte, j'ai jamais réfléchi à un projet d'allaitement. Je me suis dit, bon, je vais avoir du lait, on va tester et puis on verra. Mais je me suis pas forcément renseignée sur comment faire monter mon lait ou des trucs comme ça. Je me suis vraiment dit, bon, de toute façon, je vais aller à l'accouchement et puis hop, il va dans mon sein. Bon, ce qui ne s'est pas passé vraiment. Mais du coup, c'est la raison pour laquelle du coup, ce podcast existe, pour accompagner un peu les jeunes mamans et les mamans tout court, et aussi les papas pour qu'ils accompagnent leurs femmes dans le processus. Mais du coup, ouais, est-ce que tu peux me parler du coup de ce terme-là, du projet d'allaitement? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça commence? Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors déjà, c'est hyper intéressant dans ce que tu dis parce que le fait de ne pas avoir un projet, c'est un projet. Ouais, Non, super. mais le fait de se dire, je vais pas me prendre la tête, je verrai. Après, on a tous des caractères qui sont différents. Et c'est pour ça que j'ai précisé l'AMI, l'allaitement maternel indéterminé, le j'y vais et on verra, parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, pour qui ça se passe hyper bien comme ça. Et inversement, il y a des personnes qui ont besoin de se projeter, d'aller vers l'avant. Et du coup, de chercher toutes les informations possibles et imaginables. Et en fait, c'est aussi OK de ne pas ressentir le besoin de s'informer. C'est juste qu'après, il ne faut pas avoir de regrets. C'est voilà, une mécanique un peu différente.
Pour tout ce qui va être projet, on parle beaucoup du projet de naissance, surtout. Et dans les maternités parisiennes, ça arrive beaucoup. On demande aux patientes quel est votre projet de naissance. Mais il faut voir ça beaucoup plus globalement et plutôt en projet de parentalité. Alors souvent, on est focus sur la préparation à la naissance, on est focus sur la naissance. Mais en fait, c'est que le début de l'aventure, la naissance. Après, il y a tout ce qu'il y a après, le postpartum, et puis comment on éduque ses enfants, etc. Et donc, effectivement, moi, je détache un peu le projet d'allaitement du projet de naissance et du projet de parentalité. Mais l'idée, c'est, et ça, c'est surtout à la fin de la grossesse où les femmes, elles commencent vraiment à se projeter à 35 semaines, 36 semaines. Elles se réveillent un matin en se disant, mais en fait, comment ça va se passer ? Et le projet d'allaitement, il y a des femmes, c'est très clair. C'est-à-dire, elles font pipi sur le test, elles savent qu'elles vont allaiter tant de temps. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie en début de grossesse et sur la fin de la grossesse, elles se disent, bah, en fait, ouais, ça me titille un petit peu, j'ai quand même envie de tester. Donc en fait, c'est un projet, oui, mais c'est quelque chose qui va évoluer, c'est des envies à interroger. Et moi, j'aime beaucoup le terme de projet, mais le pendant peut-être négatif du terme de projet, c'est que derrière, on y appose le qualificatif d'échec ou de réussite. Ça me gêne beaucoup parce que c'est pas un examen en fait. Mais le projet, c'est vraiment comment on se construit en tant que parent dans son imaginaire, sachant qu'après, ça va se confronter à la réalité, quoi. Mais c'est bien d'avoir un projet de base. Et puis le projet, moi, en consultation, c'est une des questions que je pose aussi. Quel était votre projet initial d'allaitement ? Et aujourd'hui, quel est votre projet actuel d'allaitement ? Parce que c'est des choses qui évoluent, en fait. Et on devrait se poser la question avec tout le champ de la périnatalité. C'est vrai que le fait de dire, ne serait-ce que quand on dit projet, ça me... Parce que je me dis, en tout cas à l'époque, c'est vrai que ça me stressait de parler de même projet de naissance, parce que je me suis dit, mais comment ça, projet de naissance ? Juste l'enfant, il va sortir et puis bah voilà. Enfin, en fait, l'idée c'est très compliqué parce que à la fois, j'avais envie d'être super organisée, j'avais bien fait ma valise de maternité des mois en avance. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en même temps, je voulais pas forcément regarder des vidéos de maman qui a accouché parce que je voulais pas vraiment savoir, je voulais expérimenter la chose telle qu'elle allait être. Donc c'est vrai que le fait de penser à un projet, c'est un peu stressant. Mais pour certaines personnes, comme tu dis, qui ont peut-être besoin d'un truc un peu plus carré, de savoir où elles vont, ça peut être bien. Mais du coup, est-ce que tu n'as pas, justement, comme tu as cet aspect de projet, d'organisation, d'anticipation, de regarder des vidéos pour savoir comment préparer ses seins à la montée de lait, est-ce que tu n'as pas justement des femmes qui sont frustrées de soit pas y arriver, entre guillemets, même ce mot pas y arriver, je le déteste parce qu'en soi, c'est pas comme ça qu'on le dit, tu vois, mais est-ce que tu as rencontré des mamans qui ont été dans cette espèce de projet et du coup, après, super frustrées de pas avoir, je sais même pas si on peut dire réussir le projet ou pas avoir abouti le projet, tu vois, sur toute cette idée de projet, elle est un peu stressante. Comment toi, tu réussis à accompagner les mamans dans ça et dans leur frustration, par exemple, si le projet ne vient pas à bout? En fait, c'est une super question que tu me poses parce que moi, c'est comme ça que je suis tombée dans l'allaitement. Par le fil du hasard, je me suis retrouvée à faire beaucoup d'accompagnement postnatal. C'était pas du tout le projet quand je suis rentrée en fac de médecine. Mais voilà, de contrat en contrat après mon diplôme et même déjà pendant mon diplôme, j'ai fait beaucoup d'accompagnement postnatal. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de stress et d'états dépressifs qui se cristallisaient autour de la question de l'allaitement. Wow. Et en me disant, en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont extrêmement déçues et qui remâchent. Et j'entendais beaucoup, alors surtout autour de l'allaitement, mais sur d'autres notions autour de la naissance, etc., des si j'avais su. Ah oui. Et ça, pour moi, qui suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup anticiper, je suis très anxieuse, donc j'ai besoin de tout savoir à l'avance, etc. C'est quelque chose qui était difficilement entendable, donc j'ai dû travailler dessus en me disant, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de savoir. Et puis avec le hashtag Paye ton postpartum, en fait, on a bien vu, je crois que c'était en 2018, on a bien vu que les femmes, elles voulaient savoir. Et du coup, l'idée, c'était moi de me former plus pour proposer plus de savoir. Et effectivement, je reste persuadée, alors c'est pas forcément scientifique, mais je reste persuadée qu'il y a des dépressions du postpartum qui prennent naissance dans un projet d'allaitement qui n'est pas accompagné, ou alors ça peut être parfois complètement l'inverse. On a des patientes qui abordent l'allaitement et qui, en fait, qui ont très peur d'arrêter.
parce que c'est le projet, parce que ça fait bien, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé. Et en fait, c'est ça qui est important pour moi, c'est de s'interroger sur pourquoi est-ce que je veux allaiter. S'interroger sur pourquoi est-ce que je veux faire comme ça. Parce que parfois, on a des points de blocage qui se résolvent. Alors, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais en arrêtant l'allaitement. J'ai une patiente qui m'est tombée dans les bras parce que je ne la connais pas du tout. Je fais une visite postnatale, l'allaitement fonctionne, mais du feu de Dieu pour un premier bébé à J3, genre c'est assez exceptionnel. Et donc je lui dis, bah, montrez-moi comment vous faites. Elle s'installe avec la petite et elle se met à pleurer. Et je dis, mais ça, vous n'êtes pas bien, vous avez mal, ça va comme ça? Elle me dit, physiquement ça va, mais j'ai horreur de ça. Et je lui dis, bah, on arrête. Et là, elle se met à pleurer. Et elle me dit, mais si j'arrête d'allaiter, vous allez arrêter de me suivre? Et j'étais là, oh mon Dieu, mais pas du tout. Mais du coup, pour elle, l'allaitement, elle n'était pas du tout à l'aise avec ça. Et vraiment, ça l'a fait pleurer pendant des semaines parce que je lui dis, je vous fais un programme pour arrêter. Elle m'a dit non, pas tout de suite parce que c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Et en fait, elle avait besoin d'une autorisation pour arrêter. Et le jour où elle est venue, elle a dit, on a fait la dernière tétée en salle d'attente. Je lui ai dit, est-ce que pour vous, c'est la dernière ou est-ce que vous voulez en faire une avec une petite photo, des petites bougies, ritualiser un peu la dernière tétée? Elle me dit, j'ai quand même ritualisé la dernière tétée, mais en fait, elle était souriante comme jamais dans son projet de sevrage, en fait. Et ce projet d'allaitement, il est interrogé parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent à pas allaiter alors que c'était un souhait très profond. Il y a des femmes qui se retrouvent à allaiter, qui détestent ça, mais qui n'osent pas le dire, qui attendent une autorisation pour arrêter. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, avant la naissance, déjà d'interroger pourquoi est-ce qu'on veut allaiter, comment est-ce qu'on veut allaiter, parce que moi, que je suis anxieuse, de se projeter et de se préparer. Parce que très concrètement, dans les 3 premiers jours après la naissance, les femmes reçoivent tellement d'informations de tout le monde que c'est plus le moment de se discuter, de se poser, de construire les choses. Enfin, il y a trop de choses. C'est pas le moment. C'est trop tard. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'interroger le projet d'allaitement. Et après, si on change, c'est super, on refait le point. Mais c'est pas 2 heures après la naissance qu'il faut se dire, en fait, comment je fais si ça marche pas tout ça. En fait, ça crée du stress c'est vrai. là où ça pourrait être apaisé. Sachant que si tu savais un petit peu avant les points positifs, les points un peu plus contraignants de l'allaitement, ça stresserait moins peut-être, les mamans en tout cas. En tout cas, je pense que moi, ça m'aurait moins stressé. C'est vrai, c'est super intéressant ça. Mais du coup, par rapport à ça, parce que du coup, il y a des projets d'allaitement qui se passent super bien. Tu as des mamans qui sont super épanouies, qui y arrivent bien, et tu as d'autres projets d'allaitement qui se passent un peu moins bien pour différentes raisons. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, de ton expérience, des projets qui se sont plutôt bien passés et peut-être les raisons pour lesquelles, selon toi, ça s'est bien passé, et des projets qui se sont peut-être un peu moins bien passés, les raisons aussi, mais du coup, essayer de... parce qu'il y a peut-être des filles qui nous regardent qui veulent absolument allaiter et il y en a d'autres qui veulent pas du tout allaiter, tu vois. Donc, tu as tout ce truc et en vrai, c'est OK les deux. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ça et nous parler des expériences que tu as pu rencontrer? Parce que je sais que des fois, il y a des projets d'allaitement qui se passent super bien et puis elles vivent bien, le bébé vit bien, tout le monde va bien. Et moi, par exemple, j'ai pas allaité, mon bébé est tout gros, tout potelé. En fait, il y a un truc, c'est que moi, j'étais persuadée que si j'allaitais pas, il allait être mince. Mais genre, en fait, c'est un truc de se dire que les bébés allaités, ils sont un peu plus potelés parce que du coup, ils ont le sein de la maman, etc. Et donc, j'ai pas pu allaiter parce que j'ai déjà raconté que j'étais à l'hôpital. Donc, il a été sevré très, très rapidement. Et c'était pas la priorité. Et c'était pas la priorité, en fait. Mais j'étais trop frustrée parce que je me disais, mais il va être mince, il va pas être tout potelé. Et j'étais stressée parce que du coup, je lui donnais des biberons. Des fois, je lui donnais même plus de biberons que prévu parce que je me disais, il faut absolument qu'il mange, il faut absolument qu'il se remplisse. En fait, c'est hyper intéressant parce que ton projet, c'était d'allaiter pour que ton bébé il grandisse bien. Il grossisse bien, ouais. Moi, j'étais persuadée que en tout cas, les femmes qui allaitaient faisaient des plus gros bébés. Parce que j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, archi faux, tu vois. Donc, je veux savoir, toi, est-ce que tu as pu expérimenter des trucs comme ça un peu? Des fausses pensées, tu sais, des faux raisonnements qu'on peut avoir pour ce... Alors, je dirais pas faux, parce que pour moi, le savoir, c'est le savoir. Et en fait, on a le savoir scientifique et on a le savoir transmis, traditionnel. Et sur l'allaitement, on est particulièrement mauvais, surtout en France, sur les deux. Et je mettrais en cause
Les soignants qui, pendant des années, ont expliqué aux mamans que le lait en poudre, c'était meilleur, que tout ça. Donc, en fait, ce que nos mères, ce que nos grand-mères, elles ont eu, en tout cas en France, comme conseil, c'est ça. Il vaut mieux éviter d'allaiter parce que le lait pourrait être mauvais, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai, Mm. mais c'est des choses à déconstruire et c'est un savoir qui était le savoir absolu il y a quelques décennies, en fait. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop dire faux parce qu'en fait, C'est pas vraiment faux. C'est en fonction des origines, des régions du monde, de la culture, ça change en fait. C'est ça que et tu de dis. l'époque. Mm, Et de l'époque mm, aussi, absolument. Parce que nous, côté africain, par exemple, l'allaitement, c'est génial. Hein. Il faut aller le lait en poudre, le lait de vache. Non, c'est vraiment l'allaitement qu'il faut. Donc, c'est ouf que, en fonction de où tu es dans le monde, on t'a pas vraiment les mêmes pratiques et les mêmes C'est pensées, ça, quoi. c'est pour ça que j'aime pas la notion de faux, mais Ouais. en termes de projet d'allaitement, effectivement, il y a beaucoup de choses à construire, à déconstruire. Et c'est aussi pour ça que moi, je pose la question, alors je le fais un peu moins en ce moment, mais de Mhm. pourquoi vous voulez allaiter, parce que ça demande Mhm. un temps d'approfondissement. Et ça m'est arrivé d'avoir des mamans qui étaient tout à fait pro, 100%, 1000% convaincues, allaitement, etc. Mhm. Et l'allaitement, ça ne démarre pas de la même façon suivant les couples mère-enfant. Et des femmes qui reviennent me voir en disant, en fait, finalement, le biberon, c'est bien aussi parce que moi, j'en pouvais plus. J'étais en train de me détruire la santé Mhm. avec des tétés qui durent 45 minutes à Mhm. 2 heures du matin depuis 3 semaines. Mhm. Voilà. Et en fait, il y a une jauge de priorité à mettre aussi par rapport à ça. Et inversement, des mamans qui étaient parties pour faire la tétée de bienvenue. Donc, c'est la Mhm. tétée des 6 premières heures que je vois à domicile une semaine après. Je me souviens d'une maman, la petite, elle était au sein. Mhm. Et je l'accueille et j'étais hyper surprise parce qu'elle elle était convaincue qu'elle apprécierait absolument pas d'allaiter, qu'elle c'était biberon ou rien, etc. Mhm. Et elle Mhm. m'accueille avec un qui l'eût cru. Mhm. Mhm. Vraiment. Mhm. Et donc, oui, il y a des cas où ça fonctionne mieux que d'autres. Il y a des projets d'allaitement qui sont menés à terme, des projets Mhm. d'allaitement qui sont pas menés à leur terme. Et oui, il y a des projets qui peuvent être menés à terme, d'autres qui peuvent pas être Mhm. menés à terme. Et ça, c'est multifactoriel. Et en fait, ça, la plupart des, des femmes, parce que c'est beaucoup les femmes qui viennent en consultation, parfois elles se le prennent Mhm. comme un train en pleine face. Mhm. Parce que, j'ai pas d'exemple concret. Ah bah si, j'en ai un. Une patiente, c'est son deuxième enfant, son allaitement se passe hyper bien. Elle a été très très fatiguée par la naissance, puis à la gestion de l'aîné. Et puis en fait, ils ont une maison avec des travaux, et puis ils vont déménager, et puis. Ouais. Et donc, elle s'est retrouvée à faire un allaitement mixte. Elle vient me voir là sur les coups des 4, 5 mois après la naissance en me disant je voudrais repasser en allaitement maternel exclusif, mais d'un autre côté, je suis complètement épuisée. Et je lui dis techniquement, c'est possible. Moi, je peux vous expliquer ce qu'il faut faire, mais est-ce que vous allez est-ce que c'est pertinent de mettre la priorité là-dessus, Mhm. sachant que vous peignez jusqu'à 3 heures du matin le samedi et que voilà, Mhm. le repos fait aussi partie des ingrédients pour une bonne lactation. Et Mhm. donc, elle m'a dit, en fait, oui, effectivement, j'aurais aimé, mais c'est pas la priorité. Mhm. Et donc, son allaitement, son projet d'allaitement de base, c'était un allaitement maternel exclusif. Mhm. Elle l'a transformé en allaitement mixte. Et là où c'est une victoire pour moi, c'est que elle est sortie de la consultation en se disant j'ai les outils pour repasser sur un allaitement maternel exclusif, mais je décide que ce serait pas raisonnable de me tuer en Bah oui, fait bien sûr. sur un power pumping ou de me tuer Mhm. sur des horaires de relactation, etc. Sachant que il y a l'aîné, elle a repris le travail, il y a la maison à rénover, il y a le déménagement. Ouais. Enfin, En fait, il y a voilà. des réalités qui font que l'allaitement peut bien se passer quand la maman elle est reposée, quand elle se sent bien psychologiquement, physiquement, Bien entourée. bien entourée. Mais quand t'as pas forcément ce cadre-là, en tout cas où t'es pas dans un stress ou dans une charge mentale, ça peut du coup mettre des difficultés en fait à l'allaitement. Concrètement, tous ces exemples-là et ces réalités peuvent empêcher ton corps de faire la lactation ou pas? On sait que le stress, ça inhibe l'ocytocine et donc ça Mm. inhibe la sortie du lait. L'ocytocine, c'est une hormone qui est sécrétée au niveau du système hypothalamo-hypophysaire. Et Mm. donc l'ocytocine a fait sortir le lait. Si vous êtes hyper stressé, en fait, Pas possible. ça va inhiber l'ocytocine. Et Mm. ça, on le voit clairement pour les mamans qui tirent à l'aide, par exemple.
Celles qui sont comme ça, à regarder au goutte à goutte combien il y a, etc., elles vont produire moins que celles qui mettent des petites chaussettes sur les bouteilles en se disant « je fais autre chose ». Ou, par exemple, je regarde des photos de mon bébé pour fondre d'amour pour lui. Voilà. Donc ça fait partie des facteurs. Le repos aussi, c'est important, notamment dans le cadre d'une mastite, pour rétablir une bonne lactation. En fait, c'est multifactoriel. Il y a des raisons de base pour lesquelles une femme ne peut pas allaiter ou ne peut pas allaiter comme elle le souhaite. Et ça, c'est des choses qui sont en fait déblayées dès la grossesse. Typiquement, une patiente qui n'a pas de glande mammaire, elle ne pourra pas produire de lait. Ça m'est arrivé une fois en consultation de voir une femme qui avait un mamelon bien formé, tout ça. Et donc, c'était pour un examen gynécologique. Je ne sens pas de glande mammaire. Et donc, je commence à lui poser des questions. Elle n'a pas eu la poitrine qui a poussé pendant sa puberté. Elle a pris la pilule pendant des années. On dit que ça fait grossir les seins. Rien du tout. Elle a accouché 2 fois, jamais de montée de lait. Bon, en fait, elle n'a pas de glande mammaire. D'accord ? Donc ça, en général, on est au courant même avant la grossesse. Donc ça, c'est quand même la première raison. Deuxième raison, en fait, il faut 3 éléments pour allaiter. Il faut un extracteur de lait, une glande mammaire et des hormones. Et au niveau hormonal, il peut y avoir des déséquilibres qui sont connus. Dans les déséquilibres qui vont être connus, ça va être tout ce qui est diabète, parce que les hormones pour la lactation, elles sont produites au même niveau. Donc, s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là... tu peux potentiellement ne pas... Alors, pas ne pas allaiter, mais peut-être pas allaiter à 100%. D'accord. Donc, éventuellement, produire que 80% des besoins du bébé. Et ça, j'ai envie de dire, c'est à l'épreuve du feu. C'est-à-dire que j'ai une copine... diabète, qui s'est déclarée quand elle avait 18 ans, donc vraiment antérieure à la grossesse. Elle a allaité son fils exclusivement 6 mois. Ça s'est bien passé. Mais pour certaines femmes, le déséquilibre du diabète va faire qu'elles produiront que 70, 80, 90% des besoins du bébé en allaitement. Pareil, troubles thyroïdiens, ça commence ici aussi. Tout ce qui va être trouble de la fonction génésique, donc tout ce qui va être SOPK, etc. Bon, déjà, si les femmes elles parviennent à tomber enceintes, c'est que c'est plutôt régulé. Mais ça, on sait que c'est des femmes qui pourraient ne produire que 80-90% des besoins. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on sait de base. Pareil, les patientes qui ont une chirurgie des seins à qui on a enlevé toute une partie de la glande mammaire, et ça diminue les possibilités de produire suffisamment pour le bébé. Et pourtant, il y a des femmes qui allaitent exclusivement alors qu'elles ont une chirurgie des seins. Mais voilà, il y a des petits... il y a quand même très peu de raisons pour lesquelles les femmes ne peuvent absolument pas allaiter. Et ça, c'est des choses qu'on sait dès le début de la grossesse, en fait. Sinon, après, c'est de la modulation de l'allaitement. Et là, c'est multifactoriel. Je ne vais pas les lister parce qu'il y en a pour 6 heures. Mais ça peut s'anticiper un petit peu pour mettre en place le projet. Ça veut dire que, concrètement, si on n'a pas de problème, entre guillemets, les problèmes que tu as évoqués, en soi, toutes les femmes peuvent allaiter. Après, quand tu n'arrives pas, ou en tout cas n'arrives pas à aller au bout de ton projet d'allaitement, c'est qu'il y a certaines raisons que tu peux travailler au cabinet en voyant une sage-femme qui peut t'aider aussi en ayant des conseils. Donc, si par exemple, on a une maman là, qui est en PLS derrière la caméra, en nous regardant, parce qu'elle s'est dit j'ai pas de lait, c'est pas possible, je n'y arrive pas, qu'est-ce que tu lui dirais en fait ? Je dirais d'aller voir une puéricultrice en PMI qui a le diplôme universitaire de lactation humaine, d'aller voir une sage-femme qui a le diplôme universitaire de lactation humaine, ou alors une IBCLC, ou alors un médecin généraliste qui a un diplôme universitaire de lactation humaine, ou d'aller voir quelqu'un qui s'est spécialisé justement dans cet accompagnement. Après, de base, les sages-femmes, elles peuvent tout accompagner les petits soucis du quotidien. Et moi, je reçois plutôt les patientes quand mes collègues, elles bottent en touche. Mais oui, en fait, restez pas seul. Faut parler. Et Internet, c'est génial. Il y a plein d'informations, mais il y a trop d'informations. Donc, faites déjà un premier tri. Éventuellement, ayez un diagnostic. C'est ça. Et après, vous faites vos recherches ciblées sur votre diagnostic pour pas vous perdre dans les informations. C'est vrai que c'est mieux de voir un professionnel, parce que tu parles de diagnostic, du coup. On peut se dire via les réseaux sociaux, je fais pas de lait, j'ai pas de lait en moi, ou non, il y a rien qui va, alors qu'en vrai, c'est même, le terme n'est pas forcément bon, et que, comme ta patiente que tu as vue, qui était fatiguée, qui
qui devait faire un déménagement, qui avait déjà un grand à gérer, plus le travail, bon, bah, si tu fais un peu moins de lait, ma belle, c'est parce que tu es fatiguée et que Et que c'est peut-être pas le projet, quoi. Non, mais le cerveau, il peut pas tout gérer Tout en même gérer, temps. c'est ça. Et ça, on le voit par exemple, les patientes qui ont une césarienne en urgence, il y a quand même plus de douleur sur le premier lever après la naissance, ou les patientes qui ont beaucoup, mais genre beaucoup saigné après la naissance. Bah, en fait, le cerveau, il va quand même, au niveau survie, axé sur la récupération de la Il va mère, choisir. et la montée de lait, elle arrivera à J5, J6, J7, enfin, elle arrivera plus tard. D'accord. Donc C'est ouf, ça, c'est des facteurs aussi qui peuvent moduler Oui, l'allaitement. comme quoi notre corps, finalement, il nous écoute et il met par ordre de priorité. C'est ouf, c'est ouf. Et du coup, par rapport à ça, euh, comment... Alors, est-ce que tu as des petits conseils pratico-pratiques pour se préparer à la... Je sais pas comment dire, à l'allaitement? Je sais que souvent, tu as des petits... mon amie, c'est ça qu'elle faisait, elle mettait une sorte de petite crème sur ses seins. Est-ce qu'il y a des petits conseils comme ça, des fois, que les sages-femmes donnent pour préparer les seins, par exemple, aux douleurs de... On appelle ça Les crevasses, les les crevasses, irritations. les irritations. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, les seins, ils n'ont pas forcément besoin d'être préparés à l'allaitement avant l'accouchement. D'accord. Ils vont le faire tout seuls. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes, elles prennent Mm, une taille mm, de bonnet en début de mm, grossesse, elles reprennent une taille en fin de grossesse. mhm, Et même en regardant sur le site de la Leche League, qui est trop bien, mhm, ils ont mis en évidence, et là plutôt scientifiquement, qu'il n'y avait pas de bénéfice à préparer la poitrine, à se masser, à tirer le colostrum. Ça, on voit ça sur Instagram. D'accord. C'est Donc super. ça, c'est pas nécessaire, en fait, Non. de tirer le colostrum, de... Non. D'accord. Parce que moi, j'avais entendu que tu avais des bienfaits au colostrum pour les crevasses, les trucs... Enfin, tu sais, sur Internet, tu entends plein de trucs. Alors, C'est pas obligatoire, en tout cas. ah non, mais en fait, avant la naissance, il n'y a pas besoin de préparer la poitrine. Mm. Avant la naissance, ça n'a aucun intérêt. Il y a des patients qui me disent, j'ai tiré 10 minutes de colostrum. Je leur dis, c'est super, vous allez en faire quoi? Mm. Mm, mm, Rien, vous n'avez pas de crevasse, le bébé n'est pas encore né. Enfin, voilà. Après la naissance, par contre, oui, déjà, toutes les maternités demandent à ce que les femmes aient un baume d'allaitement pour hydrater le mamelon entre chaque tétée, parce que le mamelon, il subit des pressions mécaniques. Et si je frotte ma main comme ça pendant 45 minutes toutes les 3 heures, il y a un moment, il va y avoir quand même des lésions de frottement qui vont apparaître. Sauf si je mets de la crème hydratante, où la peau elle va être beaucoup plus élastique et elle va mieux subir le frottement mécanique. Donc ça, le baume d'allaitement entre chaque tétée. Après, s'il y a des irritations, parce qu'on parle beaucoup de crevasses, mais les crevasses, c'est vraiment quand le mamelon il saigne. Vraiment, il n'y en a pas tous les jours. Ça va être plutôt des irritations, des rougeurs, etc. Bah, là, il faut passer sur du curatif, c'est-à-dire que la crème, elle est préventive, mais une fois que j'ai mon bobo sur la main, en fait, ouais. il faut soigner. Faut le soigner. Et pour ça, le colostrum, c'est génial. Le lait maternel, c'est génial. Donc l'idée, c'est vraiment, après la tétée, on fait perler quelques gouttes, on met sur le mamelon, et en fait, le mamelon, il va guérir assez facilement. Alors, soit en cataplasme, donc vraiment en enfermant le sein dans l'humidité. 3 heures, c'est bien, parce qu'après, quand c'est chaud et humide, les bactéries, elles adorent. Soit avec les seins à l'air. À la maternité, baladez-vous les seins à l'air. Bah oui, vraiment. clairement. Ouais. Non, mais c'est ouf, ça. Donc, comme quoi, le lait, il peut quand même permettre de... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les petites blessures ou juste il les apaise concrètement Il est hydratant, il les guérit. Il y a des agents cicatrisants, il y a des anticorps, beaucoup dans le colostrum, vraiment beaucoup. Un petit peu moins dans la maternelle, mais il y en a quand même, voilà, mais c'est pas les mêmes proportions. Donc oui, puis après, à partir du moment où vous avez le lait, en fait, il y a du gras dans le lait, donc ça permet aussi de lubrifier un petit peu le mamelon, etc. Ok, ouais, ça c'est super. Et ça coûte pas cher. Ouais, bah oui, pour le coup, c'est gratuit. Non, mais c'est super. En fait, l'idée, c'est de se dire que peu importe ton projet d'allaitement, il y a des moyens d'y arriver et aussi de ne pas se mettre la pression. Et si jamais tu arrêtes ton projet d'allaitement, il ne faut pas culpabiliser sur le fait d'avoir arrêté. Mais je pense que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as beaucoup ce truc de l'accouchement, l'allaitement, avoir un enfant, c'est un accomplissement. Donc c'est vrai que beaucoup de fois, les mamans, on se sent un peu pressées par la société, parce que du coup, quand tu dis que tu n'allaites pas, ah bon, tu n'allaites pas? Moi, on m'avait dit ça, mais le pauvre bébé, je dis, bah ouais, moi aussi, la pauvre, quand j'ai passé 2 semaines en soins intensifs et que je ne pouvais pas bouger. Et souvent, tu as ce truc de, bon, tu culpabilises parce que, ah, mais qu'est-ce qui est mieux pour le bébé, tu vois? Et souvent, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qui est le mieux pour la famille, enfin, pour la maman, pour le couple,
parce qu'en soi, le bébé aussi fait partie de ça, mais tu as aussi le couple aussi qui peut jouer dedans. Moi, c'est vrai que après la maternité, donc j'ai pas pu. Enfin, j'ai fait la tétée de bienvenue. Après, j'ai pas pu allaiter parce que j'étais en soins intensifs. Et quand je suis rentrée à la maison, je voulais reprendre un allaitement, mais je me suis rendu compte que c'était impossible, que j'étais super fatiguée, qu'il fallait que je réapprenne à marcher, que j'étais juste épuisée déjà de l'accouchement et du soin intensif. Et c'est vrai que finalement, le fait d'avoir euh, le biberon, moi, le partenaire, il se levait la nuit parce que je ne pouvais pas me lever. Je venais de sortir de l'hôpital. Mais franchement, je me suis dit, mais comment j'aurais fait en allaitant la nuit, seule? Parce que du coup, j'ai l'impression que, en tout cas pour les mamans qui ne tirent pas le lait, tu as beaucoup ce truc aussi de. Bah, il n'y a que toi, en fait, qui donne au bébé. Après, je pense que il y a des manières de faire. Je ne sais pas si tu as eu des patientes qui avaient des programmes où le papa, il se levait aussi, même si elle allait. Je pense qu'il y a énormément de moyens pour essayer de décharger la maman. Mais c'est vrai que du coup, moi, de mon côté, le fait que le papa prenne en charge les nuits et tout à 100%, quand j'étais fatiguée, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que je me disais, bon, c'est vrai que si j'avais allaité, j'aurais pas vraiment été capable de le faire, quoi. Mais des fois, c'est quand même un peu frustrant parce que j'ai toujours ce truc de, bon, peut-être que pour le deuxième, j'y arriverai, on verra. Euh, mais c'est vrai que tu as quand même beaucoup de femmes qui ressentent ce truc de, je n'ai pas réussi à allaiter mon bébé, alors qu'en soi, c'est pas réussir le mot, tu vois. Euh, Après, il faut dire que les femmes ne sont pas particulièrement aidées. mm, Moi, j'ai eu un petit neveu il n'y a pas très longtemps. mm. Et du coup, il est allaité exclusivement. Et il y a des personnes dans l'entourage, il a 2 mois maintenant, tu vas l'allaiter combien de temps encore? Ah ouais, ouais. Non, mais faut allaiter, mais pas trop. Dans les deux cas, en fait, tu as toujours ce. Waouh. Non, mais Mm, voilà, en France, on n'est mm. pas très bon là-dessus. Et puis, bah, la reprise de travail à 10 semaines après la naissance, Waouh. Ouais. enfin, voilà. Et dans ce que tu dis, au niveau du relais par le conjoint ou la conjointe, il y a Mm. quelque chose qui m'a beaucoup marqué une fois en consultation, parce qu'on dit oui, il y a des hommes, ils veulent pas que les femmes elles allaitent parce que les seins c'est leur jouet, etc. Bon, ceux-là, mais j'en parle même pas. Mais par contre, j'ai un papa qui m'a dit une fois en consultation, moi je suis pas trop fan de l'allaitement maternel exclusif parce que je ne veux pas qu'elle porte cette charge toute seule et cette responsabilité toute seule. Et quelque part, j'ai trouvé que c'était une parole d'amour. Mm, mm, De dire, mm. c'était pas moi je veux donner le biberon, c'était j'ai conscience que l'allaitement, ça implique une grosse Ouais. disponibilité de la part des mamans, Mm. surtout pour le démarrage. Et lui, il était OK pour faire tout ce qu'il y a à côté, vider le lave-vaisselle, étendre Mm. le linge, etc. Parce qu'en fait, c'est ça dont on a Faut besoin. faire. En postpartum, qu'on allaite ou qu'on n'allaite pas Oui, d'ailleurs. c'est ça, hein. On est en convalescence. Mm, mm, Et en fait, pour lui, l'allaitement maternel exclusif, alors je ne sais pas quel exemple il avait dans son entourage, mais c'était une trop grosse charge à porter pour sa femme, et c'était pour ça qu'il était plutôt parti sur un projet d'allaitement mm, mixte. mm, mm. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'interroger le couple sur le projet Oui, c'est ça. d'allaitement. Parce que, et bon, la plupart du temps, les femmes, elles disent, moi, je veux faire ça. Puis le conjoint qui est à côté en sens, il dit, Il sait bah, pas. tout comme elle. Voilà, je dis, bah, déjà, c'est bien que vous soyez Ouais. OK et raccord là-dessus. Moi, j'ai déjà eu un couple qui s'est vraiment, qui est monté en tension dans le cabinet, parce que elle voulait faire un allaitement mixte et que lui, il voulait qu'elle allaite exclusivement. Mm. Et où je me suis retrouvée prise à partie entre les deux, Mm. etc. Donc, en fait, c'est important aussi que le couple ait la même Ouais, la même vision. la Et même surtout vision. expliquer au conjoint les conséquences des deux, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est super intéressant. En tout cas, mesdames, bah, on voulait aussi vous encourager. En tout cas, pour celles qui y arrivent, bah, continuez, c'est bien, les filles, vraiment. Et pour celles qui ont décidé d'arrêter ou quoi, bah, c'est aussi bien. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez vous sentir bien, que vous puissiez aussi avoir les réponses à vos questions grâce à toi. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire aussi, on y répondra. En tout cas, je suis super contente de t'avoir eu aujourd'hui pour ce sujet. Merci. Et est-ce que tu veux peut-être partager un mot de la fin, un petit encouragement pour les filles qui nous regardent? Écoutez-vous. Il n'y a que ça. En général, les mamans, elles ont le bon instinct, donc écoutez-vous et n'hésitez pas à les consulter si jamais vous avez besoin avant la naissance et après la naissance. Mm. Voilà. Écoutez-vous.